6, 5, 4, 3. Attends. On y va. Bonsoir François. Bonjour Sylvie. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de ce direct live. Merci de m'accueillir. Donc les rendez-vous à Pico, c'est un temps d'expression pour les artistes afin de leur montrer que nous les soutenons. Pour l'instant, la MJC Pico a 3 concepts. Les rendez-vous à Pico, l'accueil d'artistes en résidence qui sont programmés au Studio 13 par Jacob, et les cours filmés qui sont ensuite envoyés aux adhérents inscrits aux différents cours. La MJC Pico souhaite maintenir un lien fort avec les habitants de cette ville à travers la culture que nous leur proposons, à savoir le cinéma, la musique, la jeunesse, les activités et plein d'autres projets en perspective. Donc maintenant, moi, je vais arrêter de parler et je vais laisser maintenant la parole à François qui va un peu nous expliquer son parcours professionnel qui est pour moi un artiste très complet. À toi François. Bonjour, alors donc moi je m'appelle François Roche, mon nom de plume c'est Charlie Barrette. Mon parcours professionnel il a été long et il a été très très long. Je suis en fin de carrière maintenant. Disons que j'ai travaillé pendant toute ma carrière, pendant disons une trentaine d'années, dans le milieu des arts graphiques. Donc c'est un secteur qui m'a beaucoup plu, le graphisme, l'identité, la communication. Mais disons que maintenant j'en suis un peu sorti et j'essaie de me consacrer de manière un peu permanente et à l'envie d'écrire, quoi. Donc depuis 2 ans, j'ai un petit peu accéléré les choses et j'ai sorti un recueil de nouvelles que j'ai proposé à différentes maisons d'édition. Et cette année, donc en 2020, j'ai eu la réponse favorable d'une maison qui s'appelle L'Échappe est belle édition et qui a accepté de me prendre comme auteur parmi leur équipe, quoi. Donc c'est une petite maison édition qui existe depuis 10 ans, qui vient de fêter son anniversaire. Et elle édite essentiellement des romans, des nouvelles, du théâtre, de la photographie, de l'architecture. Donc on est une 50aine d'auteurs. Et voilà, on se retrouve régulièrement, on essaye de créer des événements quand ils ne sont pas annulés, parce que c'est très très dur en ce moment de garder un événement, on va dire, viable pour le public. Je devais faire une dédicace le 27 septembre à Bagnolet, à Paris, ça a été annulé. Je devais présenter une exposition de photos avec justement un lien sur la littérature, parce que je fais aussi de la photographie, qui devait avoir lieu ici même le 17 mars, et bon, bah voilà, ça a été aussi annulé malheureusement. Et je remercie beaucoup la MJC parce que bon, bah, déjà c'est un lieu que j'aime beaucoup, que je suis. C'est un haut lieu de la culture cannoise et qui existe maintenant depuis de nombreuses années, 1944 si j'ai bonne mémoire. On est d'accord, c'est bien 1944, ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi je suis très, très fier d'être accueilli ici et dans cette belle équipe pour pouvoir parler de mon ouvrage. Deuxième question peut-être? Oui, j'ai plein de petites questions pour toi. As-tu toujours écrit? J'ai toujours écrit, plus ou moins. Disons que j'ai eu un cursus littéraire et j'ai toujours beaucoup lu, quoi. Disons que ma nourriture première, c'était d'abord la lecture. Donc l'écriture est venue un peu sur le tard. J'écris, disons, maintenant de manière quotidienne depuis 5 ans. Voilà. Et j'entends de manière quotidienne, c'est-à-dire écrire plusieurs pages
plusieurs pages par jour, c'est-à-dire au moins 1 heure par jour, 1 heure par jour, pour pouvoir écrire, disons, une nouvelle par semaine. Voilà, c'est un peu un rythme que je me suis donné pour pouvoir alimenter un peu ma production. Voilà. Très bien. D'où vient ton inspiration? Mon inspiration, elle vient de ce que je lis, essentiellement. Elle vient de la vie de tous les jours, des gens que je rencontre, voilà, des amours déçus, des vies qui sont des fois un peu bousculées par le quotidien, par des fois des choses un peu tragiques ou extraordinaires. L'inspiration, c'est vraiment quelque chose d'assez qu'on n'arrive pas à maîtriser. Je connais des écrivains qui ont cette facilité d'écrire sans relâche et sans même se poser la question. Moi, j'ai plus de difficultés avec ça. J'ai besoin d'une structure, de rituel. J'ai besoin de savoir un petit peu où je vais. Donc, je construis des plans et j'ai besoin de savoir un peu à quoi ressemblent mes personnages. Donc, ça prend pas mal de temps, oui. Comment te décris-tu quand tu écris? Comment je me décrirais quand j'écris? Oui. Un sauvage. Non, je ne sais pas comment je me décrirais. J'essaie de faire attention au style. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'aime la belle littérature. Et même si j'utilise et je parle de sujets qui peuvent être très contemporains, avec peut-être certaines expressions qui peuvent être assez modernes, j'essaie de garder une manière d'écrire un peu classique, on va dire. Alors, à quoi je ressemble? J'en sais rien. Je veux dire, c'est vrai que dans la journée d'un écrivain, en fait, on va dire que c'est ponctué de différentes choses. Enfin, moi, j'ai besoin j'ai besoin de lire pour écrire. Donc, en une journée, je lis 2 heures pour écrire 1 heure. Alors je lis de tout et ça fait partie justement des inspirations et des influences, quoi. Des gens comme par exemple un écrivain américain qui était un très grand nouvelliste qui s'appelait Raymond Carver, que j'aime beaucoup, qui a fait énormément de petites nouvelles comme ça, d'une dizaine de pages, qui parlent de problèmes sociaux, qui parlent de problèmes de tous les jours, des gens, mais avec une sensibilité qui est vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui a réussi à écrire dans une coquille de noix, comme on dit. Avec très peu de mots, il arrive à faire ressentir la colère, à faire ressentir l'émotion, la tristesse, ce genre de choses. Et voilà, donc ce sont des gens comme ça. C'est aussi en France, un de mes auteurs préférés, c'est Roland Topor, par exemple, un artiste multifacette que j'aime beaucoup, qui était en même temps un auteur, qui était en même temps un metteur en scène, un humoriste. Il a écrit des nouvelles, assez peu, mais ce sont des écrits très acerbes, très durs, avec un humour féroce, et c'est vers ça que je tends, quoi. Très bien. L'écriture est-il un échappatoire pour toi? Ouais, heureusement. Surtout aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que le confinement a fait que on y restait enfermé, on y restait chez soi, et pour un écrivain, ça change pas grand-chose, parce que on vit quand même en confinement, quoi. On vit derrière une porte fermée, on essaie d'être concentré pendant plusieurs heures sur une histoire, sur des personnages. Et oui, c'est une manière de m'échapper de la réalité qui en ce moment est extrêmement pesante et qui nous fait souffrir, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus à ce sujet, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment essentiel
essentiel, essentiel d'écrire pour moi, comme la culture est essentielle, je pense maintenant à tout à chacun, quoi. Très bien. Comme tu l'as dit au tout début, tu as été édité. Comment l'as-tu vécu? Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu super bien parce que j'étais très content parce que c'est, mine de rien, c'est quand même assez dur d'être édité en France. Alors, pour pour t'expliquer la différence, il y a deux genres de contrats d'édition en France. C'est le contrat d'éditeur, c'est-à-dire un vrai contrat d'éditeur, et ce qui en général est proposé. C'est-à-dire que bon, c'est l'éditeur qui s'occupe de tout. Il s'occupe de sélectionner ton texte, il s'occupe de le corriger, il s'occupe de l'imprimer, et il s'occupe aussi de le vendre. Alors, bon, dans les grandes maisons d'édition, le problème ne se pose même pas, puisqu'il y a des collaborateurs commerciaux qui se chargent de remplir les librairies et de manière conséquente, quoi. Mais pour les toutes petites maisons d'édition, disons que les auteurs sont obligés de mettre un peu la main à la pâte. Donc j'étais super content. J'étais super content parce que il faut savoir que en général, pour les grosses maisons d'édition, on a un retour de 1 sur 600 manuscrits, donc une chance sur 600. Et en général, pour les petites maisons d'édition, bon, le rapport est beaucoup moins important, mais c'est tout de même assez difficile. Donc là, j'ai eu la chance d'être remarqué par Florence Issac, qui est la directrice de l'Échappée Belle Édition, et qui m'a fait confiance, et voilà, et qui m'a proposé de sortir ce livre au mois de juin. Très bien. Comment écris-tu? Sur l'ordinateur ou bien tu prends ta plume? Non, la plume, non. Quoique, des fois j'ai des petits cahiers que je noircis et sur lesquels je travaille des plans et des structures ou des personnages. Par exemple, quand là je viens de terminer une histoire avec deux frères, j'avais besoin d'avoir un plan assez précis sur la psychologie des personnages. Donc j'étais obligé de mettre ça sur papier et avant de passer à l'ordinateur. Donc l'ordinateur, oui, bon, bah, c'est la finalité, c'est un peu comme la machine à écrire, quoi, en fait, hein, c'est beaucoup plus simple. Et puis il y a aussi cette facilité et cet enrichissement que l'on a avec Internet à pouvoir trouver énormément d'informations sur tout, quoi. Donc l'ordinateur, ouais, c'est vraiment indispensable pour écrire. La lecture a toujours fait partie de ton quotidien, pardon, même étant enfant? Alors même étant enfant, ouais, bien sûr, c'est vrai qu'à la maison, on avait pris l'habitude de s'offrir à chaque Noël un livre et c'est resté comme ça. C'est une question d'habitude, d'éducation. Je pense qu'on aime la littérature quand on prend le rituel de lire tous les jours. Moi j'ai trouvé un rituel très, très simple, en fait, c'est que je lis tous les soirs avant de me coucher. C'est systématique et j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Et donc ça me permet de lire une petite demi-heure, ça me permet de lire un chapitre, et puis même en une demi-heure, on s'aperçoit que on lit un livre en une semaine, quoi. Et que l'idéal c'est de pouvoir lire à peu près voilà, une centaine de livres par an avec un bon rythme, quoi. Garder toujours le rythme de lecture. Tu dirais, quand tu écris pour toi, Oui. c'est une pression ou plutôt le contraire, ça t'apaise? C'est un peu les deux.
Des fois, ça peut être une pression, parce que, bon, je ne me mets pas de pression, mon éditeur ne me met pas de pression, je n'ai pas de commande à honorer. J'ai un deuxième recueil qui va sortir l'année prochaine, mais mes nouvelles sont déjà prêtes. Donc, elles sont déjà en boîte et j'ai plus qu'à les proposer. Là, j'avais envoyé une vingtaine de nouvelles. On en a sélectionné 5 pour pouvoir faire ce recueil qui fait 120 pages. Donc l'année prochaine, j'en sortirai 5 autres. Mais je travaille régulièrement sur de nouvelles nouvelles. Mais oui, il y a des fois où je reste bloqué, quoi. Je reste bloqué sur un épisode, hein, ou alors sur un dialogue. C'est très dur, les dialogues. On essaye d'être le plus réaliste possible, mais c'est pas évident. Alors des fois, oui, des fois j'ai des périodes de blocage qui peuvent durer comme ça plusieurs jours. Alors je laisse aller, je m'en occupe pas, et puis je laisse reposer, et je reviens plusieurs jours après, je relis, et en général c'est plus facile après de m'y remettre. Mais disons que je connais quelqu'un, par exemple, un écrivain qui a une facilité à écrire qui est assez déconcertante, quoi. Il ne se met même pas à réfléchir. Il s'installe derrière son bureau, derrière son clavier, et bing, il commence à écrire. Moi, je suis assez admiratif, quoi. Je dirais pas que j'écris dans la souffrance, parce que c'est pas ça, mais ça me demande quand même du travail. Ça me demande un travail quand même de recherche. Parce que quelquefois je situe la nouvelle dans l'histoire. Là, par exemple, la deuxième nouvelle se situe à la fin de la guerre. Il a fallu que je prenne des renseignements, savoir un petit peu comment ça s'était passé, où est-ce que ça s'était passé, quand le débarquement, on sait bien quand il est arrivé, mais en tout cas, ce qui se passait dans cette région de France que j'avais choisie. Et donc là, j'étais obligé de prendre énormément d'informations, d'autant que je parle d'un sujet ensuite qui a été le sujet des femmes tondues pendant la guerre. Là, j'ai été obligé vraiment de m'approvisionner en informations et en documentation pour avoir quelque chose de sûr et de correct, quoi. Donc c'est un travail d'abord d'information, de collecte d'informations, de savoir par rapport à un certain sujet, une période, une séquence, voilà. J'essaye de prendre le plus d'informations possible, et puis une fois que mon petit calepin est rempli, je me mets à écrire. Alors une dernière petite question, que penses-tu de la lecture sur tablette ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que la lecture, ça peut être sur tablette, sur papier. J'ai bien sûr une préférence pour le papier parce que bon, c'est aussi. La tablette fait aussi vivre les auteurs, hein, mais c'est vrai que l'objet livre est quand même quelque chose qui ne doit pas être perdu, quoi. Donc c'est vers ça que je tends plus naturellement, quoi, on va dire. Mais la tablette, tout ce qui peut se lire, moi, ne me pose aucun problème, quoi. Voilà. Très bien. Donc, je vais laisser place, tu vas nous lire quelques nouvelles de ton recueil. Oui, bien sûr. Donc, bien si sûr. les internautes, vous avez des questions, n'hésitez pas, je lui poserai en direct. Alors, je vais lire la première nouvelle. Pour la situer, en fait, c'est un huis clos. Ça ressemble un petit peu... S'il devait y avoir un fil conducteur dans ce recueil, ça pourrait
on pourrait trouver des points de comparaison avec ce que l'on vit en ce moment, quoi. Donc ça, c'est un huis clos un peu étouffant entre deux hommes. Ça se passe à Marseille. Et c'est entre, en fait, un homme qui se dresse contre une vengeance. Un de ses voisins a été... Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. Je suis désolé. Là c'est mieux. Et donc son voisin a été trompé et il veut se venger, il veut se venger, quoi. Il est face à une intention de crime. Et ça se passe comme ça. Il se tenait dans l'encadrement de la porte. La lumière de la cuisine, qui se plaquait dans son dos, contrastait avec l'obscurité du salon et lui donnait un air fantomatique, comme un tueur de l'aube. Ses bras pendaient le long de son corps et dans sa main droite se trouvait le revolver. Son sang se glaça. « Tu crois que je suis fou, c'est ça ?» Il tanguait légèrement de droite à gauche comme un boxeur dans son coin qui attend la cloche. Il le fixait. « Je ne me rappelle pas avoir dit une chose pareille, Pétrou. Je pense que tout ça est un peu... Je ne sais pas. » Il avait les yeux rivés au sol. Il les a relevés. « S'il te plaît, va reposer cette arme, ça me rend nerveux. » Il le regarda quelques secondes, puis fit volte-face et se dirigea vers la cuisine. Daniel est resté là un moment, avec ses deux verres et sa bouteille sous le bras, s'interrogeant sur la métaphysique de la clémence, du pardon, de la mansuétude, des concepts qui n'avaient jamais pris racine chez Pétrou, sur toute cette humanité maltraitée, gorgée de violence, et qui partait à la dérive sur la juste réciprocité du crime qui nous enfonçait tous les jours un peu plus dans un puits sans fond. Donc voilà, c'est un huis clos entre deux hommes qui parlent de femmes, qui parlent d'alcool, et puis qui se saoulent entre eux, quoi, en fait. Et c'est la seule manière qu'il a trouvée pour essayer d'empêcher ce drame. Je continue? Oui, avec plaisir. Alors la deuxième, c'est l'histoire d'un peintre espagnol exilé d'Espagne parce qu'il était persécuté par le régime de Franco, et il vient s'installer en France, mais il a été tellement persécuté en fait qu'il en a perdu sa créativité, il a perdu l'envie de peindre. Et il va la retrouver avec une femme qu'il rencontre complètement par hasard et qui va devenir sa muse. Et voilà, je vais prendre un extrait qui peut-être ne symbolise pas forcément cette nouvelle, mais celui que j'ai choisi. Un soleil joyeux éclairait le jardin et scintillait dans le miroir. Il ramena son attention sur le reflet de ce pauvre fou peint en bleu, lui, Dario Felipe Manzanares, vers une autre vie plus terrestre, plus ordinaire, peut-être moins intense que sa vie intérieure, vers sa vie d'homme, qui lui rappelait son impossibilité à dormir comme un bourgeois. Sa vie de peintre, elle, se portait bien. Les journalistes faisaient le pied de grue devant chez lui pour quelques mots et une photographie. Il exposait partout où l'on pouvait accrocher un tableau sur un mur, et ses toiles se vendaient à des prix indécents. Son image flottait dans un brouillard de lumière dorée et il eut honte en se rendant compte que cet fait était causé par ses larmes. Il se trouvait coupable alors qu'il se sentait innocent. Chaque événement transformait sa vie quotidienne. Il échouait sans cesse à comprendre, à aimer, à se faire aimer. Chaque échec éprouvait sa solitude. Il n'arrivait plus à écouter le monde, son semblable, son frère. Il se dirigeait vers la salle de bain et a ouvert les robinets de la baignoire. Un jet torrentiel se mit à couler, il s'est passé de l'eau sur le visage. Du bout des doigts, il caressait sa joue parsemée de poils durs. Un nuage de vapeur blanche vint brouiller le miroir.
La paume entrouverte, il se palpe pas avec l'assurance d'un chirurgien qui connaît le langage des tissus. Là, muscle après muscle, os après os, se tenait son irrémédiable condition anatomique. Un univers dense de fibres et de cellules le soutenait. Tout un monde inconnu qui portait jour après jour son enveloppe charnelle. Il se sentit curieusement le débiteur de sa propre chair. Voilà, je ne vais pas faire de lecture trop longue parce que je voudrais pas m'ennuyer. Si tu me le permets, j'ai deux petites questions. Bien sûr, Alors, bien sûr. première question de Vettel Design Ashley. Dans votre nouvelle en ligne sur le site de votre éditeur L'échappée belle, le personnage de Céleste n'incarne-t-il pas la figure emblématique d'une société décadente qui lentement se regarde mourir? Waouh. Eh ben, merci Pascal. Merci Pascal Ashley, je sais qui c'est. Ouais, je la connais bien. Quelle drôle de question. Tu peux me la répéter, s'il te plaît? Donc, le personnage de Céleste n'incarne-t-il pas la figure emblématique d'une société décadente qui lentement se regarde mourir? D'accord. Alors, il faut que j'explique que, en fait, cette nouvelle, elle est en accès libre sur l'échappée-belle édition.com/epub. Vous trouverez ma nouvelle en téléchargement gratuit. Pour faire un petit résumé de cette nouvelle, en fait, c'est une romance, c'est une romance, une courte histoire d'amour entre un professeur de SVT et une artiste complètement déglinguée, une diva, un révolutionnaire, subversive, et qui utilise les manifestations et la détresse populaire pour faire de l'art. Donc oui, elle a complètement abandonné ses résolutions et ses idéaux. Elle passe son temps à déclamer des grands slogans, quoi, pour faire des expositions. Et en fait, c'est une grande artiste bourgeoise, quoi. Et donc voilà, il y a quelque chose d'assez risible là-dedans, un peu caustique. Et j'ai essayé d'écrire une nouvelle qui soit un peu aussi noire que la période que l'on vit en ce moment, quoi. J'ai pris pour exemple les violences policières. Voilà. Alors, deuxième question de Cécile NRG par rapport à la première nouvelle que tu nous as lue au début. J'aime beaucoup le texte, merci. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écrire? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré pour l'écrire? Ça, c'est un fait divers, en fait, que j'ai lu dans la presse. C'était très étonnant, justement. C'était un type lambda qui avait réussi à empêcher un crime en saoulant le personnage qui voulait justement le perpétrer, quoi. Donc j'avais lu ça, j'avais trouvé ça complètement risible, complètement... Enfin, je sais pas, ça n'avait pas de sens, mais bon, enfin, le personnage, lui, a abandonné l'idée de se venger, d'aller tuer sa maîtresse et son amant, et il est allé se coucher bien paisiblement après avoir bu 3 bouteilles de tequila. Mais voilà, donc ça vient de là. Et c'est heureusement la seule nouvelle avec un happy end. Il y a plein de questions, c'est formidable. C'est formidable. Est-ce que tu veux que j'en profite pour
pour lire un troisième passage. Oui. D'accord? Alors, la troisième, en fait, c'est une nouvelle assez acide qui parle de notre société et des communicants, surtout des communicants. Et j'ai fait intervenir un grand communicant que tout le monde connaît, qui passe à la télé, dont je ne peux pas dévoiler le nom, parce que sinon il va me faire un procès. Mais bon, il s'appelle Jacques S. Et Jacques S se réveille un matin sous un pont de Paris, au milieu des sans-abri, dans son pyjama et Saint-Laurent. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, personne ne le reconnaît. Surtout ça qui l'emmerde le plus, quoi. Personne ne le reconnaît. Et donc la nouvelle tourne autour de cet abandon des politiques à trouver des solutions pour les gens qui sont dans les rues, quoi. C'est quand même dingue qu'en France, on voit toujours autant de gens, peut-être pas à Cannes, parce que bon, on est préservé encore, quoi. Mais à Paris, c'est inimaginable le nombre de gens qui sont dans la rue et qui sont obligés de dormir dehors, quoi. Et donc, cette petite nouvelle parle de ça. Elle parle de ça, et je vais essayer de vous trouver un petit passage qui illustre tout ça. À qui ai-je l'honneur? Jacques S. Il se leva avec peine. Je suis tout à fait ravi de faire votre connaissance. Je vous souhaite la bienvenue. Que nous vaut le plaisir de votre visite parmi nous? Je suis Jacques S. Vous l'avez déjà dit. Merde. Pardon. Je suis désolé. Vous l'avez déjà dit. Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas? Je devrais. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais tout le monde me connaît. Je suis publicitaire. Ce n'est pas possible. Vous avez forcément entendu parler de moi. Je suis régulièrement à la télé. C'est une blague. Il ne termina pas sa phrase, en proie à un terrible tourment. Allons, calmez-vous et reprenons du début. Il posa une main affectueuse sur son épaule. Donc vous dites vous appelez Jacques S, bien, vous passez à la télévision, bien, quoique ce genre de distraction ici nous soit assez étranger. Une vieille guitare et un accordéon suffisaient à notre bonheur. J'ai fondé un empire, vous comprenez? Un empire. Les grands de ce monde se confient à moi. J'ai fait élire François Mitterrand. La formule « la force tranquille », ça ne vous dit rien? Peut-être entendu parler. Le vieil homme semblait perplexe et incrédule. Jacques S, surexcité, lui saisit les poignets, les yeux grands ouverts, persuadé de lui faire recouvrer la mémoire. Écoutez, si je vous dis, si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie, ça vous fait penser à quoi? Il se recula légèrement, jaugeant sa réaction dans le fond de ses yeux, comme l'innocent tourmenté, accusé à tort et qui attend son acquittement. À quelque chose de terriblement absurde. Rater sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire enfin? Il y a 1001 façons de rater sa vie comme il y a 1001 façons de la réussir. Est-ce que la volonté est le seul vecteur déterminant? Je n'en suis pas persuadé. Et permettez-moi de vous dire que cela manque cruellement d'ambition. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce que, cher monsieur, lorsque l'on a réussi sa vie, ce n'est pas une Rolex que l'on se paye, mais une briguée. Il s'exclama. Une Rolex, vous m'en direz tant. Et en plus, vous travaillez pendant la publicité, et cela n'arrange rien. Il sourit. Et pourquoi donc? Pourquoi? Peut-être parce que, pour vendre sa camelote, la publicité nous ferait croire que notre passage sur Terre ressemble au paradis. Il fit un léger pas de côté tout en désignant l'enchevêtrement de tentes, les corps tordus qui en sortaient, les plaintes et les râles qui montaient vers le ciel. Il se retourna vers lui.
à un paradis perdu. Alors, vous pouvez nous faire croire avec votre publicité que la vie est un paradis, mais c'est en enfer que nous sommes. Et si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, que diable faites-vous ici? Mais c'est ce que je me tue à vous dire, bon sang, je n'en ai pas la moindre idée. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu que j'aime bien, c'est mettre un petit peu de magie et côté un petit peu surréaliste, quoi. Quelque chose qui ne peut pas arriver. Et ben, moi je prends le droit de le faire intervenir. Par exemple, si je veux faire parler une chaise ou une plante verte, je le fais parce qu'il n'y a pas de limite et c'est la vraie liberté d'écrire. Et ce qui est bien dans cette nouvelle, c'est que elle met en exemple toute la faculté des hommes, des communicants, et justement à ne pas voir ce qui se passe dans les rues, quoi, et à cette incapacité de faire bouger les choses. Donc il y a aussi un happy end sur cette, sur cette nouvelle, mais un happy end qui n'arrivera jamais, quoi. Mais à part dans ma nouvelle. Voilà. Une question? Quand tu parles dans cette nouvelle, l'échec de la vie, oui. Est-ce que tu ne penses pas aussi que nous, là, c'est l'échec de la vie, on ne s'est pas donné l'opportunité d'aller plus loin? Que nous aussi, on est voué peut-être à l'échec? Ou tout de suite, c'est la société qui fait, à l'heure actuelle, qu'on est tout le temps en échec? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas que ce soit non plus la société qui nous embarque dans l'échec. Mais c'est vrai que pour vivre de ses rêves et de ses envies, il faut du courage. Parce que c'est vrai que vivre en tant qu'artiste en France, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut beaucoup de persévérance. Donc non, je pense que je reste profondément optimiste. Enfin, oui, j'essaie de l'être dans mon travail. J'essaie d'être profondément optimiste parce que sinon on n'avance plus. Et voilà. Mais je pense que ces échecs-là, ce que raconte ce vieil homme, en fait, ce que lui raconte Jacques Hess, c'est qu'il n'est pas à sa place. Alors que lui, cette place, c'est lui qui l'a choisie. Et là, Jacques Hess, il ne comprend plus, quoi. Il comprend plus. Il comprend pas qu'on puisse rejeter la société, propice sous les ponts. Mais il y a des gens qui le font par obligation, il y a des gens qui le font par choix. Donc voilà. Et je vois aussi, par rapport à ton recueil que tu as écrit, tu t'inspires beaucoup de faits réels? Je m'inspire de faits réels, bien sûr. Je m'inspire de ma vie aussi. Là, tu vois, par exemple, ce recueil s'appelle Les pieds de ma mère. En fait, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à ma mère, qui est décédée pendant le Covid et qui a agonisé pendant à peu près 2 ou 3 ans que j'ai suivi. Et c'était un long périple. Et cette période bon, j'ai écrit la nouvelle bien avant son décès. Mais ça a pris une certaine résonance parce que elle est morte au mois de mai et elle est morte très âgée, bien sûr, elle avait 93 ans, elle est morte de vieillesse, hein, mais elle a été estampillée Covid. Et quand on est estampillé Covid, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc déjà, quand on va voir les gens, on a l'impression de rentrer dans une centrale nucléaire, quoi. Hein, c'est ça. Hein.
Et puis surtout les rites funéraires pendant le Covid, et même toujours en ce moment, je pense, ne sont absolument pas respectés. C'est-à-dire que malheureusement, les pauvres malheureux, les pauvres personnes qui sont mortes du Covid, on les a foutus dans des sacs en plastique et directement dans des cercueils. C'était comme ça, quoi. Il n'y avait aucun soin qui était promulgué. Enfin, c'était vraiment atroce, quoi. Donc voilà, je prends aussi des événements qui m'arrivent, quoi, tout simplement, ouais, des choses sur lesquelles j'ai été touché, dont j'ai envie de parler. Là, j'avais envie de parler de la fin de vie, même si c'est pas drôle. J'ai essayé d'en faire un truc drôle. Dans cette nouvelle, je pense que les gens qui liront cette nouvelle souriront plus à sa lecture que les autres, parce qu'il y a un ton qui est un peu différent. Et veux-tu que je te lise un court extrait ? Oui, je veux bien. D'accord. Et là, en fait, il y a encore une autre notion de magie. Il y a une notion comment dire, ce qui est très étonnant, c'est que des fois, quand deux personnes se rencontrent, qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui sont suffisamment ouvertes d'esprit pour pouvoir s'aider ou s'entraider, il peut y avoir des fois des espèces de magie. Des gens arrivent à s'auto-guérir ou à prendre soin de l'autre. Et là, encore une fois, j'ai pris l'exemple d'un clochard qu'on amène dans la chambre de ma mère. Et c'est grâce à ce clochard qu'elle va... Là, j'ai fait bien sûr une fin qui est complètement différente, quoi. Mais je voulais, comment dire, autre chose, présenter la fin d'une autre manière. Je lis. Je marche en chicane entre les poubelles à roulettes remplies de merde et de sang, et les énormes chariots roulants en inox sur lesquels les plateaux du soir attendent sagement d'être servis. Tout est à roulettes ici. Je dis bonjour à l'infirmière en chef qui s'est fait une religion depuis longtemps et attend patiemment la retraite. Ses yeux, à fleur de tête, patrouillent un peu partout. Elle me sourit timidement. Je me rappelle notre premier entretien au sujet de ma mère. C'est dur, hein, m'avait-elle dit à la fin. Je n'avais pas su quoi répondre. Je savais, elle savait, tout le monde savait l'inéluctable issue à tout cela, l'immanquable porte qui allait s'ouvrir et se refermer derrière elle, la laissant seule, sans souvenir, sans mémoire. Et ces trois mots entendus la veille résonnèrent à nouveau dans ma tête. Comment font-ils pour supporter tout ça ? Un ami médecin m'avait dit une fois que l'hôpital était le lieu de toutes les débauches, comme si l'esprit du marquis de Sade s'était emparé de ce lieu de souffrance. Le sexe et la mort, un bon sujet pour un bac philo. Vous avez 4 heures, à vos stylos. Manque de peau, ça ne sort jamais. Tout le monde baise avec tout le monde, me confiait-il. Je te jure, c'est dingue. Et crois-moi, sans distinction de race, de sexe ou de niveau social. S'il y a bien un endroit qui n'est pas nécrosé par la discrimination, c'est là et juste pour ça. C'est leur manière de lâcher la pression face à la mort. J'ai surpris une fois un grand ponte de la chirurgie cardiaque se faire reluire la tuyauterie par un infirmier entier. Juste après une opération de 6 heures, pour te dire, c'est polissonne, révélation en mémoire, je me poste devant l'infirmière en chef et lui dis, le sourire aux lèvres, on vient d'installer un clochard puant dans la chambre de ma mère. On va l'emmener à la douche, ne vous inquiétez pas. Son regard se veut réprobateur. Mon air badin l'interroge sûrement. Tous les lits sont occupés. Je ne peux pas le laisser dans un couloir. On s'occupe de tout le monde ici.
Elle tourne les talons et s'éloigne. Tu parles d'une réponse. Et quand vas-tu le faire briller, mon clochard? Dans 10 minutes, dans 1 heure, après le dîner? Comment veux-tu avaler une blanquette qui est déjà une insulte à la blanquette, avec entre chaque bouchée la pestilence de monsieur, j'ai oublié de me laver les pieds. Je soupire et je fais demi-tour. Voilà. Donc là, ça parle de l'univers un peu glauque des hôpitaux. Et j'en suis parti après, parce que mes nouvelles, en fait, ont cette particularité, c'est que je les découpe en tronçons. Je fais des flashbacks, je commence par un début d'histoire et je reviens en arrière, ou alors je repars en avant, et puis je fais un peu ce que je veux, quoi, en fait, tu vois. Et donc, je parle là de l'univers des hôpitaux qui est extrêmement lourd quand on est visiteur et quand on va voir quelqu'un quasiment tous les jours. Et ensuite, je fais rentrer de la religion. Et c'est là où ça m'a un petit peu amusé, parce que quand quelqu'un va mourir, les religions se précipitent toujours pour lui sauver l'âme, pour l'emmener au paradis, d'autres conneries comme ça, quoi. Mais moi, je ne suis pas croyant, et je respecte les gens qui le sont, hein, bien sûr. Mais donc, j'ai parlé ensuite d'un baptême, quoi. Donc, c'était le baptême d'un enfant, pour partir sur un peu plus de légèreté, quoi. Voilà. Merci François. De rien. Tu as d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Est-ce que tu veux lire une dernière? Ouais, avec plaisir. Je peux lire la dernière en entier? Oui. Vas-y. Tu veux? Oui, je veux bien. Elle fait 15 pages. Hein. Ça fait pas un peu long? Non, vas-y. J'y vais. Ok. Elle s'appelle Pas de télévision ce soir. 17h55. Il ne faudrait pas que le téléphone sonne maintenant. Mais ça arrive sans cesse. Pour sûr, il y a toujours un emmerdeur pour appeler 5 minutes avant la fermeture. Il se passe le mot ou quoi? C'est à croire. Appelez nos assureurs, il y a toujours un abruti pour répondre. Et si vous le gardez un peu en ligne, vous lui ferez rater son train. C'est plutôt drôle, non? Bon sang, les horaires étaient pourtant marqués en gros un peu partout. Il fallait faire quoi pour qu'ils comprennent à la fin? Gueuler dans la rue avec un mégaphone? Balancer des tracts par avion sur leur tête de rabat-joie? Revenez demain, c'est fermé. Mais non, il fallait toujours qu'il y en ait un. L'empoisonneur de service qui demande de toute urgence quelles étaient ses conditions de remboursement parce que monsieur l'assuré avait vu une auréole sur le plafond de sa salle de bain à 17h55. Les gens ne respectent rien. Mon Dieu, les gens ne respectent vraiment rien. Toute la journée, il passait de dossier en dossier, recevait en rendez-vous, répondait aux réclamations, écoutait toutes sortes de jérémiades, mangeait sur le pouce pour reprendre de plus belle avec des sinistres en cours, des assurés et mal assurés, qui découvraient avec une stupeur toute théâtrale, les yeux humides, ce qu'ils avaient à payer, protestation, soupir, énervement. Mais comment vais-je faire? Mais vous m'aviez dit que... Et on ne comprend rien à vos contrats. Et c'est écrit en tout petit. Mais il faut une loupe pour lire votre machin. Et ça, pour prendre de l'argent, vous êtes très fort. Et quelquefois, il était saisi par un frémissement de révolte, une agitation intérieure, quelque chose qui lui parcourait les chevines sans qu'il puisse en comprendre l'origine. Et ma vie? Est-ce que vous y changez à ma vie? Est-ce que j'ai le droit, moi, de rentrer chez moi, de prendre mon train à l'heure, de me délasser, de ne plus penser à vous? Alors ce soir, il ne répondra pas au téléphone. Non, parce que ce soir, il est rentré chez lui. Sa montre indiquait 17h57, parfait. En se dépêchant, elle pourra attraper le train de 18h20 et surtout ne pas se retrouver dans la bétaillère de 18h42.
Il ferma l'agence, se mit à courir dans les ruelles sombres vers la gare qui se trouvait à 2 pâtés d'immeubles. Le téléphone ne sonna pas. 15 minutes plus tard, il se retrouva dans la gare centrale, au milieu d'une foule compacte qui attendait docilement de passer en file indienne dans les portiques. Ça n'avance pas, ce n'est pas possible, mais bougez-vous, bande de veaux. Le train va bientôt partir. Oh non, ne pas le rater, aller et passer le portique, 200 mètres de couloir, descendre d'un niveau, escalator, pardon, courir encore jusqu'aux derniers escaliers qui dévalent sur les voies. Il ne regardait pas sa montre, il pressentait quelque chose. Il regarda affolé le panneau d'affichage, de la sueur sur le visage. Devant lui, sur le quai, le train de 18h20 fermait ses portes et démarrait. Non! Il serra ses poings, il avait envie de hurler. Quelqu'un le bouscula, il se retourna prestement, croisa un regard noir et provoquant et dit « Excusez-moi », regarda par terre, la tête lui tournait. Il regarda sa montre, il était 18h21, il devrait attendre le wagon à bestiaux, 18h42. Il s'avança sur le quai en se demandant pourquoi il était éprouvé comme cela. Il n'avait pas répondu au téléphone pourtant, il avait le temps. S'il n'y avait pas eu autant de monde et ces couloirs qui n'en finissent plus, il fouilla dans sa poche de sa veste, en ressortit un mouchoir et s'essuyait le visage. Le regard baissé, il marcha devant lui en examinant le sol, un revêtement alvéolé et crasseux. Du bout de sa chaussure, il envoyait des mégots sur le ballast. C'est révoltant. Des centaines de mégots traînaient là au milieu des rails. Mais c'est pourtant interdit, se dit-il. Et puis il se répéta que les gens ne respectaient vraiment rien. Il leva les yeux sur une immense publicité pour un grand magasin qui disait « Notre point G, il est dans la penderie », avec une femme de 3/4 au regard guichard. Il camoufla son sourire au regard des passants. C'est donc là qu'il se trouve, pensa-t-il en gloussant discrètement. Il flottait dans l'air une odeur lourde de caoutchouc, de sueur et d'urine. Derrière lui, une femme parlait fort au téléphone portable sans se préoccuper des gens autour d'elle. Sans la moindre pudeur, la moindre réserve, propre aux conversations privées, elle étalait avec des propos orduriers à l'intention de tous le dégoût profond que lui inspirait son interlocuteur. L'espace d'un instant, il eut envie de lui arracher son téléphone et des mains et de le jeter sur les voies. Il fit quelques pas devant lui, regarda le panneau d'affichage, encore 5 minutes. 2 jeunes femmes se tenaient là, ombre noire, entièrement voilées de la tête aux pieds, à l'exception de leurs yeux soulignés de colle et de 2 sacs de marque colorés, l'un vert, l'autre rouge, qu'elles tenaient élégamment sur l'avant-bras. Il s'amusa de cette fantaisie et s'approcha discrètement en tendant l'oreille, mais son sourire se brouilla estompé derrière un rictus flageolant lorsqu'il entendit « J'en ai refait encore un autre », répondit l'autre, en gloussant. « Et c'est quoi cette fois-ci » ? Une tête de loup, dans le dos, avec des fleurs tout autour, il est superbe. Son voile frémissait légèrement quand elle parlait. Il a ajouté « Putain, j'adore les tatouages, c'est trop le kiff ». Sa copine s'est esclaffée. « Vas-y à fond, ma chérie, après tout, c'est pas comme si tout le monde le savait. » Elles ont pouffé en chœur, l'une d'elles a mis sa main devant son voile, comme un double rempart devant son hilarité. Elle portait des gants noirs. « Et toi, ton piercing à la langue, alors il aime ?» Ça le rend fou, tu veux dire. Rire de nouveau. Il ne comprenait plus rien dans cette société. Tout se mélangeait, rien n'avait de sens pour lui. Ce qui lui paraissait réel ne l'était pas, ce qu'il pensait être lumineux était obscur, comme si le mode d'emploi qu'on lui avait donné était plus valable. Les couleurs n'étaient pas les mêmes qu'avant. Un écran brumeux s'était glissé devant sa réalité. C'est ce qu'il pensait. Les yeux jaunes du train de 18h42 apparurent au bout du quai. Le wagon à bestiaux portait bien son nom. Aucune place assise et beaucoup de monde debout. Il réussit malgré tout à monter et à se frayer un chemin dans un espace libre près de la fenêtre. Sur les banquettes, les habitués avaient posé leurs attachés-caisses sur leurs jambes et tapaient le carton en braillant. Des femmes entre 2 âges, demi-lune sur le nez, tricotées, le regard sévère sur les jeunes ourdelles qui dodelinaient de la tête, un casque bourdonnant sur les oreilles, indifférent avec cette nonchalance juvénile dans les yeux. Face à son propre reflet, il laissa traîner son regard sur une autre publicité entièrement noire, à l'exception de figurines schématisées à l'extrême, comme sur les feux de signalisation ou les portes des toilettes. Une femme poussant un caddie, un homme renversé à l'intérieur, au-dessus de 3 mots, « Adopte un mec comme on adopte
comme l'on adopterait un chien ou un chat. Il se demanda un instant quel processus pouvait donner forme à une idée pareille, affichée dans un endroit pareil, ajoutée à toute cette laideur qui, à ce moment précis, l'entourait comme les anneaux d'un serpent. Et puis il se dit que tout allait bien ensemble, que tout s'accordait parfaitement. Le train sortit enfin du tunnel et s'enfonça dans la nuit. Les murs tristes et sales des immeubles qui longent habituellement les voies aux abords des gares défilaient sous les striures des néons de la ville. Il pouvait voir les lumières blafardes dans les appartements tout proches. Que faisait-il celui-là, qu'il devinait comme une ombre mouvante dans derrière les voiles d'une fenêtre? Allait-il se défoncer à l'héroïne, s'enfiler une bouteille de whisky en cherchant la mort derrière un écran, ou sortir dans la rue et mitrailler la foule pour qu'on se souvienne de lui? L'odeur rance de son voisin le révulsait. Un petit homme moustachu aux mains sales qui fixait d'un regard lubrique les jambes blanches d'une adolescente en mini-jupe assise juste à quelque part. Voilà les premiers arrêts. Des places se libérèrent et il put s'asseoir enfin près d'une fenêtre. Le menton posé dans la paume de sa main, il regarda s'évanouir la fin des banlieues pour les premiers espaces ouverts vers l'horizon. Les champs labourés, les arbres sous la lune. Encore 2 stations et il sera chez lui. Le train se mit à ralentir, puis il s'arrêta au milieu de nulle part. Un problème technique nous oblige à nous arrêter. Merci de ne pas descendre du train, nous allons repartir dans un peu de temps. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Bon sang, un problème technique? Mais que se passe-t-il encore? Un abruti en voiture qui n'arrive pas à redémarrer, ou une vache qui s'est dit « Tiens, si j'allais brouter l'herbe au milieu des rails pour emmerder le monde ?» Il regarda sa voisine, levait les yeux au ciel. Elle semblait habituée par cet horaire. Et elle secoua la tête en soupirant. Alors c'est ça, il aura donc tout eu ce soir. Pas de répit, aucune pause. Il n'aura donc jamais la paix. Mais qu'a-t-il fait, bon sang, pour être éprouvé comme cela? Aurait-il mal agi? Non. Il a fait tout pour le mieux, et voilà comme il est récompensé. Le wagon s'ébroua légèrement et il se mit à avancer au pas. Il soupira. Tout de même, pensa-t-il. Il se saisit d'un journal coincé entre deux banquettes. Il lut 3 articles. Un politicien véreux qui violait les femmes, un quadruple meurtre dont on cherchait encore des corps, et un tremblement de terre lointain qui avait fait 5000 victimes. Il se détendit. Le train avait repris de la vitesse. Dans quelques minutes, il sera arrivé. Le trajet en bus jusqu'à son domicile lui parut presque plaisant. En descendant, il entendit les oiseaux tout autour de lui. Il aimait le chant des oiseaux, c'était le signe qu'il était arrivé chez lui. Il allait enfin pouvoir se délasser un moment avant de dîner, rester tranquille un moment, rien que pour lui, à oublier les écrans, les fichiers qui se superposent, les chiffres, les images. Il poussa la barrière en bois et traversa la pelouse parfaitement tondue. L'air était frais, il respira profondément, plusieurs fois avec gourmandise. Il s'essuya 2 fois les pieds sur le paillasson, où il était écrit « Bienvenue » et il ouvrit la porte. À peine était-il entré dans son pavillon qu'il fut assailli par les rires et les applaudissements d'un programme de télévision. Son fils de 15 ans était affalé sur le canapé, un bol de chips à la main, des papiers de bonbons froissés jonchaient le sol. « Bonsoir » fit-il. Il ne répondit pas. Il regarda sa nuque un instant, légèrement inclinée, qui ne bougeait pas et qui semblait lui dire, par son inertie, « Tu n'existes pas », ajoutant à son agacement la gifle d'un affront. « C'est toi, chérie ?» Sa femme apparut, un plat entre les mains. Elle s'avança vers lui en souriant et l'embrassa. « Dis bonjour à ton père, toi, et range-moi ce fourbi, on va bientôt se mettre à table. » Jure pas. Sa nuque n'avait pas bougé. Une de ses jambes pendait comme une rame que l'on a laissée dans l'eau et qui oscille au fil de l'onde. « Regarde-moi quand tu me dis bonjour et baisse le son de cette télévision, tu veux ?» Il s'est levé mollement, s'est retourné, et le corps un peu penché a croisé les bras d'une façon apprêtée à la manière des rappeurs, un brin provoquant. « Jure pas. » Non, je ne demande pas grand-chose, bon sang, juste un peu de respect, je me crève la paillasse pour qu'il y ait tout le confort, et qu'est-ce que j'ai en retour? Allons, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien, et tu vas mal digérer. Regarde, je t'ai préparé ton plat préféré, un ossobuco. Elle souleva la feuille d'aluminium sur le plat, libérant une vapeur odorante de muscade et de vin blanc qui envahit la pièce. « C'est merveilleux, dit-il.
ressentant pour la première fois de sa journée une subtile vague de plaisir l'enveloppait. Il servit 2 verres de vin et lui en tendit un. Il se pencha sur le plat, huma quelques secondes en souriant, des images de Milan plein la tête, des images qui disparurent comme une bulle de savon qui éclate, remplacée par un rire sonore et suraigu provenant de la pièce d'à côté, comme persiflent les hyènes. Je t'ai demandé de baisser le son de cette foutue télé, c'est compris? Un long soupir parvint du canapé. Ouais, ça va, cool. Son fils se saisit de la télécommande en marmonnant entre ses lèvres quelque chose qu'il ne comprit pas. Il contemplait l'écran avec la curiosité d'un premier médecin légiste n'ayant jamais ouvert la poitrine d'un macabé. Un footballeur à la coupe de cheveux crantés répondait aux questions stupides d'un présentateur barbu et agité. Pourquoi est-ce que l'on interviewe des footballeurs, se demanda-t-il. Ça sert à quoi? Qu'ils tapent dans leur babale, ces gamins arrogants, c'est tout ce qu'on leur demande. On s'en fout de leur avis. Ils se font en 1 heure ce que lui avait du mal à gagner en 1 mois. Est-ce qu'ils voyagent dans des wagons à bestiaux? Non, sûrement pas. Allez à table, c'est prêt, s'exclama sa femme. Oh, man, tu peux me faire un plateau? Il fulminait. Un plateau, bouffé devant la télé en regardant un footballeur analphabète nous raconter son mariage en Floride. Bon sang, mais on va où dans cette société? Plus personne ne respecte rien, alors, c'est ça? Tu viens tout de suite à table et tu éteins cette foutue télé. Calme-toi, mon chéri, elle a fait. Ce n'est pas grave, enfin, je vais lui préparer ça et on va manger ensemble, d'accord? Les rires gras lui résonnèrent dans la tête, là, dans cette boîte machiavélique. Quelques secondes plus tard, un petit rien céda au fond de lui, comme une allumette ou un petit os, ou une porte que l'on ouvre sur une pièce oubliée, comme un piège à l'eau qui s'écrase sur un cœur. Et puis vint cette vague qui le submergea, une vague monstrueuse, un bouillonnement tumultueux qui galopait des profondeurs et qui lui électrisa les jambes, les mains, les bras. Tout son corps maintenant était envahi par des millions de picotements d'aiguilles, comme une armée de fourmis rouges sous la peau qui lui refluait et remontait vers sa gorge. Il voulut crier, pousser un hurlement de chien qu'on égorge, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il serra les poings de toutes ses forces, fixa l'écran, mais sa vue se voila et ses yeux se gorgèrent de larmes, mais aucune ne coula sur ses joues. Sa femme servit une assiette, disposa sur un plateau les couverts, un verre d'eau et un morceau de pain, et l'apporta à son fils. Il le regardait avec défi. Il avait gagné la partie et lui montrait qu'il faisait la loi. Elle passa devant lui, mais il ne la vit pas. Là, pas là, il ne savait plus. Il n'entendait que les acclamations tapageuses et ne voyait que les couleurs criardes du poste de télévision. Ça va changer. Il traversa la pièce à grande enjambée, passa devant sa femme qui le regarda d'un air inquiet et fit irruption dans le salon sous les yeux écarquillés de son fils. Il se pencha, arracha les fils de l'alimentation de la télévision et la porta jusqu'à l'entrée. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Man, empêche-le !» Il s'agrippa à son bras. « Ce que je fais du changement, du vent, petit merdeux. » Il le repoussa violemment, ouvrit la porte et jeta sous les cris le téléviseur sur la pelouse. Puis se dirigea vers le garage et revint avec une hache et un jerrycan. « Mais il est fou, man, fais quelque chose !» Le poste explosa littéralement sous le premier coup de hache. Des bouts de verre volèrent en éclats un peu partout et lui coupèrent les mains. Son fils courut chez les voisins qui étaient sortis de chez eux, alertés par les cris, ils appelèrent la police. Marre de cette saloperie. Il avait du sang sur les mains, mais il continuait à taper. Sa femme hurlait de terreur. « Tu vas dire bonsoir? Je te jure que tu vas dire bonsoir !» criait-il hors de lui. Il se saisit du jerrycan, le vida sur le poste et le jeta à l'aveugle derrière lui. Puis il craqua une allumette et la lança avec un rire halluciné. « Brûle, saloperie, brûle !» Au bout de la rue, des gyrophares tournaient dans le noir, et l'on entendait des sirènes en approche. Les flammes arrivaient à hauteur d'homme, et ils dansaient autour comme un dément. « Brûle, saloperie, brûle !» Tout le voisinage s'était rejoint dans la rue. L'attroupement autour de sa maison grandissait. Des regards incrédules, une foule paniquée qui lui criait à tout rompre d'arrêter, pendant que d'autres applaudissaient, et partout cette odeur d'essence, les cris, les flammes. « Brûle, saloperie, brûle !» Sa femme était prostrée sur le pas de la porte et elle pleurait à chaudes larmes. Son fils filmait la scène avec son téléphone portable, ne manquant aucun détail. Les voitures de police ont surgi, suivies par une estafette de pompiers, et 2 policiers l'ont plaqué sur le sol, mais il se